Bienvenue dans Plus proche de vous, une série de portraits musicaux exclusifs de personnalités francophones locales qui font bouger les lignes. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission plus proche de vous sur les ondes de Choc FM 105.1. Ici Guillaume Laurin avec aujourd'hui mon invité Patrick Bizine-Davy. Patrick, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Guillaume, c'est un plaisir d'être avec vous et surtout un plaisir d'être avec les auditeurs de Choc FM. Merci de te prêter à ce jeu du portrait en musique. Intégration, éducation, emploi, culture, sociabilité et bien d'autres thèmes sont les principaux traits que l'on essaye de tracer dans cette émission plus proche de vous à travers le parcours singulier, les expériences de personnalités francophones locales qui comptent, qui font bouger les lignes et c'est ton choix. Et la petite subtilité de l'émission, eh bien, c'est de proposer aux invités de venir avec 4 ou 5 choix musicaux qui les ont inspirés ou qui évoquent un moment important de leur vie, de leur parcours professionnel ou humain, et d'essayer de comprendre justement euh, pourquoi ces choix musicaux, pourquoi ces chansons les ont inspirés. Patrick, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, si tu veux bien. Et pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, je pense qu'il y en a quelques-uns parce que ça fait un petit moment que tu n'es pas passé sur Choc, mais on aura l'occasion d'y revenir. Tu as animé longtemps plusieurs segments sur les ondes de Choc FM, en particulier autour du basketball. Et j'ai même eu la chance d'enregistrer avec toi à certaines reprises. C'était des belles expériences. Mais revenons en arrière. Où est-ce que tu es né? Où est-ce que tu as grandi? Oui, merci encore une fois Guillaume. Je suis né au Burundi et grandi au Burundi. Donc le Burundi, c'est un petit pays de l'Afrique centrale, un peu à l'est, au sud du Rwanda, à l'est il y a la Tanzanie, à l'ouest il y a le Congo. Au sud, il y a le lac Tanganyika qui va jusqu'en Zambie. Et donc, ma jeunesse, je l'ai passée au Burundi, à Bujumbura, dans la capitale, où j'ai Ouais. grandi, j'ai fait l'école primaire, secondaire, université et travaillé un peu avant de venir au Canada. Et lorsque tu travaillais, tu avais déjà, je crois, un pied dans la radio, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça, c'est ça. La radio, c'est un passion que j'ai depuis que je suis enfant. Donc, depuis longtemps, je me voyais faire la radio. Mais quand j'ai fini l'université, j'étais enseignant. J'ai enseigné l'anglais à l'école secondaire. Mais OK. comme la radio était une passion, j'ai commencé à faire du bénévolat dans une radio privée en faisant du reportage sportif, une émission sportive. Après, on a ajouté d'autres émissions et plus tard, on m'a donné un contrat à travailler comme animateur sportif et un peu culturel aussi. Et donc, je combinais l'enseignement, la radio et bien sûr le basketball. J'étais joueur et entraîneur aussi. Alors, on va revenir sur cette deuxième grande passion qui marque ta vie, ton parcours, je crois, le basketball. Depuis tout petit, tu joues au basket? Non, j'ai commencé à jouer d'abord au football. Ici, on l'appelle soccer parce que en Ouais, Afrique, le football, c'est le sport roi. Chaque ouais. jeune dans les quartiers, c'est vraiment le réflexe d'aller jouer au football avec ses amis. Mais c'est quand j'ai commencé l'école secondaire que j'ai commencé à m'intéresser au basketball en jouant avec des amis. On a formé une petite équipe de 5, 6 joueurs à l'époque. Et il y avait un de mes camarades de classe qui avait des cassettes des matchs de la NBA. Donc, c'était la période VHS. Donc, Ouais. donc, chaque samedi, on allait chez lui pour regarder les Michael Jordan, les Larry Bird et les autres. Et c'est là où j'ai vraiment attrapé le virus. Et puis, il est toujours à moi, je n'ai jamais guéri. Alors, pour les auditeurs qui, comme moi, ne sont pas des foot basket et qui sont peut-être euh, qui naviguent un petit peu à vue là avec des noms, l'époque Michael Jordan, c'est quand même, rappelle-nous, c'est quand même l'explosion peut-être du basket au niveau international. C'est un sport qui est Absolument. quand même très Ça a américain. commencé. Michael Jordan a commencé à jouer en 1984 et ça, donc il a mis vraiment la NBA sur donc la map mondiale. Mais l'explosion, c'est aux Jeux Olympiques de Barcelone.
Et c'est la première fois que le Comité international olympique a accepté que les joueurs professionnels américains puissent participer aux Jeux olympiques. Et là, donc, c'est l'époque où Michael Jordan et les autres ont commencé à jouer aux Jeux olympiques. Moi, je les connaissais 10 ans auparavant, 9-10 ans auparavant. Ouais. Mais là, ils se sont exposés au monde et là, ça a fait l'explosion mondiale qui a fait que la NBA soit celle qu'on a maintenant avec un nombre important de joueurs internationaux. Mais ça a commencé aux Jeux olympiques de Barcelone de 1992 quand les joueurs professionnels ont commencé à jouer aux Jeux olympiques. Et le basket est devenu un véritable phénomène culturel au-delà de phénomènes sportifs, hein, avec tous les produits dérivés qu'on connaît, en particulier les sneakers, les vêtements de sport, et puis tout l'univers, peut-être même autour de la musique, du hip-hop et des référents culturels autour du basket sont très nombreux aujourd'hui dans notre culture. On est baigné là-dedans et ici à Toronto, on y reviendra tout à l'heure, mais je pense que c'est vraiment une grande ville de basket. Oui, c'est ça. Et puis, il y a ceux qui disent que la NBA, c'est pas une ligue de basketball, c'est une ligue de marketing qui utilise le basketball comme outil. Parce ils sont dans tous les continents, ils savent bien vendre leurs produits et puis c'est comme tu l'as dit, c'est un phénomène international depuis une quarantaine d'années. Mais il me semble que quand toi, tu commences le basket, ensuite, tu deviens également entraîneur au-delà de joueur. Oui, quand j'ai commencé à jouer, c'était de façon juste pour m'amuser avec mes amis. Et un jour, on a décidé de joindre une équipe qui était déjà établie. Donc, j'ai commencé à jouer en deuxième division à l'époque. On était très jeunes. Et j'ai joué dans la ligue locale au Burundi pendant une dizaine d'années. Et donc, après l'école secondaire, j'ai joint l'école de l'université où j'ai commencé à jouer pour donc l'équipe de l'université dans la Ligue nationale. Et c'est à ce moment que j'ai commencé à combiner donc le jeu, à jouer dans l'équipe universitaire, en même temps à entraîner une équipe du quartier. Et au début, c'était juste pour encadrer les jeunes. Je ne savais pas que ça allait devenir aussi grand. Mais 7 ans plus tard, l'équipe que j'entraînais est devenue championne plusieurs fois. Oui. On est allé jouer dans d'autres pays comme le Rwanda et on a gagné des coupes. Et c'est à ce moment-là que la Fédération nationale du Burundi a fait appel à moi pour faire partie du comité exécutif. Et j'étais directeur technique aussi de l'association de Bujumbura. J'ai commencé à voyager avec l'équipe nationale du Burundi, cette fois-ci comme journaliste reporter. Et je n'ai jamais arrêté. Tu joues toujours au basket? Je joue de temps en temps. Je joue de temps en temps. Je ne suis pas aussi rapide que dans le temps. Mais on a une équipe de l'association des Burundais de Toronto. Des fois, on joue des tournois une fois l'année où on rencontre d'autres de la communauté burundaise d'autres villes. Quand on joue ces matchs-là, je suis l'entraîneur. Alors, pour nos auditeurs d'origine burundaise, peut-être qui souhaiteraient en savoir davantage, il y a un site où il y a quelque chose pour rejoindre l'association? Oui, l'association, oui, nous avons, si vous marquez Association de la communauté burundaise de Toronto sur Google, là, le site va venir. OK, super. Et donc, parmi les activités de l'association, une des activités, c'est justement le tournoi de basketball qu'on fait une fois l'année. Donc, c'est assez grand quand même. Il y a 5-6 villes qui jouent dans ce tournoi-là. On est presque 500 personnes qui participent. C'est assez grand, mais on le fait une fois l'année. Mais en attendant, je joue avec des amis pour juste être en forme, mais je joue de moins en moins. Bon, on va certainement reparler de basket tout à l'heure, mais juste peut-être pour terminer cette page-là et avant d'écouter le premier extrait que tu nous as sélectionné, extrait musical d'un auteur local qu'on aime beaucoup ici à Choc FM d'ailleurs, on y revient dans un instant. Pardonne ma curiosité, Patrick, mais toi et moi, on se connaît assez bien depuis longtemps. Pour jouer au basket, j'ai toujours dans l'idée qu'il faut être très, très grand. C'est pas nécessairement ton cas. Je veux dire, tu es grand, mais sans dépasser le 2,10 m ou Oui, c'est ça. Non, je pense que c'est possible de faire du basket sans être un géant? Oui, c'est possible, mais quand on n'est pas géant, il faut être rapide, soit être très rapide ou très précis.
OK. Donc, au tir, moi, je n'étais pas rapide, mais j'étais précis. Ah, voilà, Donc, voilà. ce qui a fait que j'ai pu me faire ma place parce que on me donnait la balle quand j'étais ouvert, c'était presque sûr que j'allais marquer, mais question rapidité, question taille, c'était pas, c'était pas ma force. Patrick Bézine-David sur les ondes de choc. On est donc encore au Burundi. On fait une petite pause avant de poursuivre le parcours de vie de Patrick pour mieux apprendre à le connaître avec Abel Maxwell. Ton premier extrait sélectionné, c'est Never Give Up. C'est, si je ne m'abuse, le dernier extrait en date de Abel. Non, je pense que c'est son deuxième ou troisième album, Never Give Up. Et puis, pourquoi j'ai choisi Abel? Parce que c'est un ami de longue date. Quand il est venu à Toronto pour la toute première fois, moi, je travaillais au Centre francophone de Toronto. Et donc, c'est moi qui l'ai accueilli. Mais je ne savais pas qu'un jour, il a été une star de la musique. Et puis, je l'ai perdu de vue. On s'est retrouvés 10 ans plus tard où j'étais invité à être maître de cérémonie dans un concert musical et c'était lui l'invité. Donc, je savais même plus où il était et puis il avait déménagé à Ottawa. Donc, on a reconnecté depuis et puis on a renoué l'amitié. Puis, c'est un artiste que j'aime beaucoup et puis ses chansons sont très, très profondes. Never give up, ça veut dire il ne faut jamais abandonner. Donc, et c'est ça qui guide ma vie. Il ne faut jamais abandonner. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson-là d'Abel Maxwell. Voilà, un beau message, une bonne leçon. On écoute tout de suite un extrait d'Abel Maxwell, Never Give Up sur Choc. C'est presque la fin du mois, mais le loyer n'est pas payé. Pas de sous-métier en cours, tous après le papier. 4 heures du matin, moi je suis déjà réveillé. Je suis déjà réveillé, j'aurais tout essayé. Ils disent qu'ils m'aiment, mais je ne sais pas ce qu'ils pensent tout bas. Ils cherchent leur haine dans mon dos et me font des coups bas. Tu doutes, personne t'écoute. Longue nuit, les journées sont courtes. Je me rappelle où maman m'a dit Never give up, never give up. Maman m'a dit Never give up, never give up. Maman m'a dit Never give up, never give up. Never Give Up, quelques notes de musique qui nous mettent de bonne humeur avec un message très positif. Abel Maxwell, qu'on a d'ailleurs déjà eu la chance de recevoir ici même pour cette émission plus proche de vous. On est toujours avec Patrick Bézine-David. Patrick, ça va bien? Oui, ça va très bien, ça va très bien. J'aime bien cette chanson, ça bouge et puis c'est un bon message aussi. Absolument, absolument, et un artiste local qu'on adore. Je disais donc que tu évolues au Burundi pendant une bonne dizaine d'années, professionnellement parlant, avec le basketball comme toile de fond et aussi la radio comme passion. Et puis, nos auditeurs le savent, hein, mais le Burundi, à cette époque-là, était, si je ne m'abuse, en guerre. Quel souvenir tu gardes de cette période troublée là, dans ton pays? Oh, c'était une période très, très difficile. C'était une période très, très difficile qui a duré très longtemps, à mon avis. Donc, c'est à partir de octobre 93 où il y a eu un coup d'État, des assassinats politiques et puis la guerre a éclaté partout au pays. C'était très difficile parce que non seulement on a perdu des membres de la famille, mais la guerre, c'est pas toujours quelque chose de bon. Mais je ne pensais jamais quitter le Burundi malgré les difficultés parce que je me suis retrouvé à encadrer les jeunes par le biais du basketball, justement à cause de la guerre. Parce que au début de la guerre, les écoles étaient fermées, les jeunes étaient dans les quartiers à ne rien faire. Il y a ceux qui ont commencé à faire de la drogue. Et là, un ami s'est dit, pourquoi pas ne pas encadrer les jeunes par le biais du sport. Et comme le sport était une passion, je me suis dit, je peux le mettre à l'outil de l'encadrement. Et c'est comme ça qu'on a commencé à encadrer des jeunes filles de notre quartier. On a commencé avec sept filles qui n'avaient jamais touché le ballon de basketball, jamais. Donc on a commencé à jouer les fondamentaux. Et puis, petit à petit, à faire des matchs à gauche, à droite dans les différents quartiers.
Et plus tard, quand je suis devenu directeur technique de l'association de basketball de Bujumbura, on a eu un financement de la coopération française pour encadrer des jeunes dans les quartiers par le biais du basketball. Et c'est là où ça m'a ouvert les yeux sur l'importance, le pouvoir du sport pour rassembler les gens. À l'époque, il y avait des quartiers, par exemple, de la ville que je ne pouvais pas fréquenter parce que on était chaque groupe ethnique était dans son quartier à lui et on n'osait pas aller de l'autre côté parce que il y avait possibilité d'être tué carrément. Mais quand j'ai commencé à faire ce projet d'encadrement, on a pris les terrains de basketball de toute la ville. Et moi qui coordonnais le projet, j'avais une voiture. La première saison, j'avais une voiture avec un chauffeur où je sillonnais tous les quartiers. Avant, j'avais peur d'entrer parce que je me disais, oh, waouh, ça va être, donc c'est très dangereux. Mais quand les gens m'ont vu, ils ont dit, oh, coach. Donc, le titre de coach, c'était comme une clé qui me permettait d'entrer dans ces quartiers-là. Et c'est là où j'ai commencé à voir comment le sport était un élément très important dans l'unité d'un pays, des jeunes. C'est pour ça que je continue jusqu'à présent. Et tu as le sentiment, mais on en reviendra tout à l'heure, mais je sais que tu continues tes engagements basket ici à Toronto et tu as le sentiment que c'est une clé, effectivement, pour reprendre tes termes, ou un moyen efficace de lutter justement contre peut-être les tensions entre les groupes ethniques, entre les groupes religieux, pour lutter contre le racisme, contre toutes les discriminations. C'est un c'est vraiment important. C'est vraiment important. Juste regarde la Coupe du monde de soccer. L'Iran et les États-Unis, entre les politiciens, c'est des mots qui se lancent. Mais quand on va sur le terrain de soccer, là, on oublie toute la politique, on oublie tout ce qui se passe autour de nous. Et cet élément-là qui unit les deux pays, on peut l'amener au niveau des communautés. Lorsque les communautés jouent ensemble, ils n'ont pas le temps de se dire de mauvais mots. Et le sport, c'est l'un des éléments avec le fair play qui est le plus unificateur que je connais. Parce que on joue, on s'amuse, c'est vrai, on gagne et on perd, mais le sport, c'est un élément clé, c'est un élément incontournable. Si on ne joue pas, on est fan. Et donc, ça fait que ça a amené toute la communauté, que ce soit les gens qui participent ou bien les gens qui regardent. Voilà, des bonnes paroles, effectivement, qui donnent envie de s'engager, même si on n'est pas un fan comme toi. C'est vrai que le sport se fait du bien au corps, se fait du bien à l'esprit et ça nous rassemble. Donc, c'est peut-être 3 bonnes raisons d'y aller. Le deuxième extrait que tu as choisi pour nous, mon cher Patrick, c'est Alpha Blondy, que j'adore aussi, avec un titre qui s'appelle « Pardon ». Pourquoi ce choix? D'abord, je suis un grand fan d'Alpha Blondy. Depuis que je suis jeune, depuis qu'il fait de la musique, dès le premier jour que je l'ai entendu, je suis très, très, très fan de lui. Mais cette chanson est assez particulière pour moi parce qu'on va y revenir dans des projets, dans la vie, on fait des erreurs et dans ces erreurs-là, on blesse des gens sans le savoir. Alors, cette chanson, ça parle justement du pardon. Les gens à qui j'ai fait mal sans le savoir, sans le vouloir, de demander pardon parce que on n'est pas parfait, on commet des erreurs. C'est une chanson qui met les choses sur place où on demande pardon et puis qu'on pardonne ceux aussi qui nous ont fait mal. C'est une chanson très, très profonde que évidemment, c'est Alpha Blondy, mais les paroles sont très profondes et ça me parle. Donc, c'est un message que je lance à qui que ce soit que j'aurais fait du mal sans le vouloir parce que j'ai pas vraiment l'intention de faire du mal à n'importe qui. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson-là. Le géant Alpha Blondy tout de suite avec cet extrait, deuxième extrait choisi par Patrick Bézine-Davis, c'est Pardon sur les ondes de choc. Je me suis réveillé au pied du mur de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurer et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier.
À tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon. À tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. À tous ceux que je n'ai pas compris et à tous ceux qui ne m'ont pas compris, je vous demande pardon. 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 À tous ces soldats tombés, à tous ces innocents couchés, à tous ces cœurs meurtris, pardonne-moi, j'ai failli. J'aurais dû trouver une solution. Voilà quelques notes d'Alpha Blondy. Merci pour ce choix, Patrick. Alors, explique-nous en 2 mots, quelle est la manière dont tu vois la transition entre le Burundi et le Canada. La guerre, j'imagine, a un grand rôle à jouer dans ton évolution, dans ta prise de décision. Tu as dit que tu pensais jamais quitter ton pays à l'origine. Quel a été l'élément déclencheur qui t'a décidé à partir? Oui, effectivement, je ne pensais pas quitter le Burundi. J'ai même été invité à participer à des colloques à l'étranger. Je suis allé en France pour participer à des colloques sportifs, mais chaque fois je revenais. Donc, chaque fois que je revenais au Burundi, je me disais, j'ai un travail à faire, j'ai une contribution à donner. Et au début de l'année 2002, j'ai initié un projet avec des journalistes canadiens que j'ai fait venir au Burundi pour faire une formation aux journalistes locaux. Et c'est un projet qui a beaucoup réussi. On a beaucoup appris des journalistes canadiens. Et au retour, ils nous avaient promis de nous inviter aussi dans le cadre d'échanges entre médias, de venir au Canada pour apprendre justement. Donc, c'était à Montréal. Et donc, en faisant ce projet-là, j'étais en bonne position de voyager pour le Canada. Et donc, quand l'invitation est venue de partir, j'ai fait les démarches pour avoir le visa. Et je me souviens bien, la veille de mon voyage pour le Canada, j'ai appelé mon superviseur à la radio pour lui dire que j'allais partir le lendemain, pour juste donc lui dire que je ne serais pas là les prochains jours. Ouais. Et donc, il le savait, mais c'était juste une formalité pour lui dire au revoir. Et donc, c'était aux environs de 16 heures. Et après, quand j'ai quitté donc le téléphone, j'ai entendu des coups de feu. J'ai entendu des coups de feu pas très loin de moi, mais à cette époque, les coups de feu, c'était normal. Donc, on s'était habitué à des vraiment coups de feu. du quotidien, ces coups de feu? C'était le quotidien. Ouais. Depuis des années, c'était notre quotidien. Mais ce que je ne savais pas, c'est que c'est lui qui était visé. Donc, c'est mon superviseur qui était visé. Et c'est plus tard dans la soirée, au journal de 20 heures, que j'ai appris que c'est lui qui était mort et était avec son fils. Oh mon Dieu. Et ça, c'était la goutte qui a dépassé parce qu'on a eu des problèmes. Je travaillais à une radio privée à l'époque et chaque fois, mes collègues étaient tout le temps dans des problèmes parce qu'une radio privée, ça ne dit pas tous les jours ce que les autorités veulent. Donc, ça, c'était vraiment une goutte qui a dépassé la vase parce que je me suis dit, si on peut tuer quelqu'un de si proche de moi dans le même métier, ce serait dangereux pour moi de pouvoir continuer à faire ainsi. Et donc, quand j'ai quitté... Tu t'es senti visé au cours de ta carrière en tant que journaliste. J'imagine que journaliste sportif, c'est moins politique. C'est ça. Je n'étais pas personnellement visé à l'époque, mais il y a un incident qui s'est passé, je pense que c'était en 2001. Il y a eu une tentative de coup d'État au Burundi. Le président de l'époque était sorti du pays et il y a un groupe de militaires qui en a profité pour tenter un coup d'État.
ils ont pris la radio nationale. Et là, on était la seule radio qui restait, qui pouvait émettre dans tout le pays. Alors, quand je suis parti travailler le soir, moi, je n'étais pas au courant de la nouvelle parce que j'étais au terrain de basket. Je n'étais pas. Et là, j'arrive à la radio, c'est entouré de militaires avec des fusils. Ouf. Moi, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, ils me demandent ma carte de presse et heureusement, je l'avais. Donc, j'entre au studio, mais on avait vraiment peur parce qu'on s'est dit, est-ce qu'on va être attaqué? Est-ce que notre radio va être prise par ceux qui ont fait la tentative de coup? Donc, je travaillais au studio, il y avait un militaire avec un fusil à côté de moi. Donc, tout ça, c'est pas évident de travailler. Et puis, l'incident de 2002 avec mon superviseur, je me suis dit, oui, j'aimerais bien continuer à faire ce que je fais, mais je vois que c'est très dangereux. Alors, quand j'ai quitté le Burundi pour aller au Canada, à Montréal au départ, donc je me suis dit, non, c'est impossible que je puisse revenir. Entre-temps, il y avait beaucoup de grèves d'enseignants, parce que j'étais enseignant aussi, il y avait des grèves d'enseignants. Donc, la situation, globalement, n'était pas vraiment propice pour… Pas difficile. Et j'imagine que quand tu pars, il s'agissait d'un voyage, si j'ai bien compris, qui était prévu de longue date, et tu pensais évidemment revenir, et là, tu as pris la décision, suite à cet incident, de partir sans billet de retour, quoi. C'est ça. Et puis, comme je n'étais pas prêt, donc les journalistes qui m'avaient invité allaient me prendre en charge mon séjour ici. Donc, je n'étais pas prêt à rester. J'avais juste $60 dans mes poches. Et c'était $60 que ma mère m'a donné, dit vas-y, et puis voici ça. Donc, tu arrives au Canada avec $60, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Donc, et tu parles de ta mère, là, j'imagine que j'ai du mal à imaginer combien ça doit être difficile de quitter ses proches, sa famille, ses parents. Est-ce qu'ils sont venus te rejoindre plus tard ou est-ce que tu les revois? Oui, plus tard, mon frère, parce qu'on est 3 garçons, on a été élevés par notre mère. Plus tard, je pense 4 ans plus tard, mon frère m'a rejoint ici, mais lui, il est passé par un autre chemin. Il a eu une bourse pour aller étudier en Europe. Il a fait sa maîtrise en Belgique. Et à partir de là, il a fait une demande d'immigrer au Canada. Donc, c'est comme ça qu'il a pu venir par la Belgique, par l'Europe, en tant que résident permanent. Il m'a rejoint ici plus tard. Et ma mère est restée au Burundi avec moi. Mais le frère cadet, lui, est parti aussi en Afrique du Sud. Il a passé plusieurs années. Donc, ma mère est restée seule à la maison avec les cousines et tout. Mais 20 ans plus tard, on a pu avoir un visa pour ma mère. Elle est venue nous visiter l'année passée. Donc là, elle peut venir nous visiter quand elle peut. Donc là, c'est mieux par rapport à 20 ans, 21 ans quand j'ai quitté le Burundi. Et tu reviens de temps en temps au Burundi? Tu es revenu? Oui. La première fois que je suis revenu au Burundi, c'était après 8 ans au Canada. Et puis, plus tard, quand j'ai commencé à faire mon projet de basketball, là, j'y vais presque chaque année. Alors, pour passer à la page Canada, on va faire une courte pause musicale. Et je crois que c'est Kassav que tu as choisi pour la suite? Oui, Kassav, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi Kassav, c'est vraiment, je pense à mon adolescence. Kassav était vraiment le groupe le plus connu à l'époque. Et je me rappelle, ils sont venus faire un concert au Burundi, mais c'était durant la période de nos examens. On était en train de faire des examens, donc je n'ai pas pu aller au concert. Mais Kassav, c'était surtout la chanson que j'ai choisie, Sio, c'était vraiment un carton en Afrique, je me dis aux Caraïbes aussi. Et donc ça, c'est une chanson qui me rappelle mes premiers amours avec le basketball. C'est ça qu'on écoutait à l'époque. Voilà. C'est pour cela que j'ai choisi cette chanson-là. On l'entendait même chez nous en France, 1986, je crois. On écoute tout de suite un extrait de Sio, c'est Kassav sur Choc.
fait du bien de réentendre Kassav sur les ondes de choc. On est toujours avec Patrick Bizindavi. Patrick, on arrive au début des années 2000 et tu arrives au Canada via Montréal avec 60 $ en poche. Tu as le statut de réfugié à ce moment-là? Donc, j'avais un visa visiteur donc pour venir faire le projet. Donc, j'ai fait le projet, j'ai fait un reportage ici au Canada dans un festival musical où j'ai pu envoyer les nouvelles au Burundi. Mais c'est après le festival que j'ai décidé de rester. Le festival a duré une semaine et là, donc j'ai choisi de rester et de venir à Toronto. Toronto, pour deux raisons. La première, c'est que il y avait les Toronto Raptors. Encore Encore le une équipe basketball. NBA, le basket. La NBA, c'était la seule ville qui avait une équipe NBA. Mais oui. Et la deuxième raison, c'est parce que je parlais anglais. Donc, j'étais professeur d'anglais au Bien sûr. Burundi. Donc, je me suis dit qu'en tant que bilingue, français-anglais, donc je pourrais me faire une place à Toronto. Donc là, je débarque. Donc, après une semaine à Montréal, je viens à Toronto avec seulement 60 $ dans ma poche, qui était devenu 40 parce que j'ai acheté un sac à dos. Et c'est là où j'ai commencé à voir la réalité canadienne où tu vas dans un magasin, on te dit c'est 20 $, mais c'est 20 $ plus taxes. Donc, je pensais. Oui. Donc, je suis venu à Toronto. Il y a des amis qui m'ont accueilli juste pour quelques semaines, le temps que j'arrive, que je commence à faire les procédures. Donc, c'est à ce moment-là, à Toronto, que j'ai commencé à faire les procédures d'immigration pour pouvoir rester, faire ma demande d'asile à l'époque. Et tout de suite, tu as envie de retourner en radio, c'est ton métier. Tu penses à l'enseignement aussi ou alors tu as décidé vraiment que tu allais consacrer ta carrière à la radio? Oh, c'était 100% radio. Je le savais, c'était 100% radio. Mais mes premiers jours à Toronto étaient très, très difficiles. Très, très difficiles. Parce que quand je suis arrivé en 2002, il y avait un grand rassemblement de jeunes qui sont venus à Toronto parce qu'il y avait la visite du pape Jean-Paul II. Ah oui. Et à l'époque, beaucoup de ces jeunes-là ont décidé de rester au Canada, de rester à Toronto. Donc, toutes les maisons d'hébergement pour les réfugiés étaient pleines. Pleines. Et j'ai dû, donc, parce que je ne voulais pas non plus gêner donc, les gens qui m'ont accueilli de rester là. Et donc, j'ai dû aller faire une demande dans une maison de sans-abri. Donc, j'étais là pendant 3 mois, je pense. Les premiers 3 mois à Toronto, j'étais dans une maison de sans-abri où il fallait venir avant 18 h pour avoir le lit. C'était très dur. Mais pendant la journée, il disait sortez et allez voir ce que vous allez voir, et puis revenez à 18 h. Et moi, quand je sortais, j'allais à la bibliothèque centrale pour chercher des opportunités de travail dans les radios. Et j'ai envoyé des centaines de courriels. Et là, chaque fois, ils me disaient, tu n'as pas le diplôme canadien, tu n'as pas l'expérience canadienne. Et c'est au retour de la bibliothèque un jour que je rencontre un compatriote burundais. Lui, il ne me connaissait pas, mais moi, je le connaissais parce qu'au Burundi, il travaillait à la télévision. Donc, il était journaliste. D'accord. Et là, quand je l'ai rencontré à la rue Yang, donc je lui ai dit, vous ne me connaissez pas, mon nom est Patrick, je suis journaliste. Là, on a commencé à parler, et puis je lui ai dit, est-ce que tu connais des radios francophones ici? Moi, j'aimerais m'intégrer dans une radio, je peux faire du bénévolat. Et c'est là qu'il m'a parlé de Choc FM. Mais à l'époque, ce n'était pas Choc FM, c'était la coopérative radiophonique de Toronto. C'est et c'est là où j'ai commencé à faire du bénévolat à l'époque. Il n'avait pas encore de licence pour travailler. Il faisait des diffusions temporaires. Et j'ai commencé à faire une émission sportive. Et à la fin de la diffusion temporaire, j'ai demandé à ce que je reste comme bénévole et je suis devenu coordonnateur de projet bénévole de la coopérative radiophonique de Toronto. Et j'ai travaillé avec les Christian Martel, le groupe de gens qui étaient vraiment des visionnaires de la radio. Et c'est à cette époque-là que la radio a enfin obtenu la licence pour que ce soit la Choc FM
que toi et moi, on est en train de Absolument, avec la présence si précieuse sur la bande FM en ondes, qui était encore plus précieuse certainement au Ah début oui, des années 2000. c'était une grosse Aujourd'hui, bataille. aujourd'hui, on est toujours sur la bande FM et on en est fier, mais on a aussi évidemment une multidiffusion un petit peu partout. Tu fais partie vraiment des pionniers de la radiodiffusion, de la coopérative radiophonique de Toronto. À ce titre, eh ben, on est encore plus ravis de t'avoir dans cette émission plus proche de vous, Patrick. Merci, c'est vraiment un plaisir. C'est vraiment un plaisir. Malgré les difficultés que tu as rencontrées au départ, quel sentiment as-tu sur le Canada, sur la ville de Toronto? Tu décides d'y rester, donc j'imagine que malgré tout, tu t'y plais, malgré toutes ces grandes difficultés. Oh, absolument, absolument. Et justement, Toronto, c'est une ville multiculturelle avec énormément d'opportunités, de personnes. Mais la plus grande expérience positive que j'ai eue, c'est qu'à l'époque, quand j'étais à la coopérative radiophonique de Toronto, on partageait les bureaux avec Micro, Ouais. qui est donc le bureau de coordination des radios communautaires de l'Ontario. Il y avait un monsieur que je ne vais jamais oublier, qui s'appelle Marius Ouellet, qui m'a vraiment pris la main, qui a été mon mentor, qui a été comme un père pour moi et qui m'a montré la vie au Canada. Comment est-ce que ça se passe? Et c'est lui qui m'a donné la vision de dire, il m'a dit, toi, tu seras un leader communautaire. Il me disait ça il y a 21 ans. Moi, je n'y croyais pas. Il a dit, je te vois aider la communauté, je te vois intégrer les autres qui vont venir après toi. Et puis, justement, en faisant les demandes de financement pour la coopérative radiophonique de Toronto, c'est lui qui m'a tenu la main. Et les 2 premiers financements qu'on a eus, j'ai beaucoup travaillé là-dessus grâce à lui. Donc, il m'a intégré dans la vie de Toronto, il m'a intégré dans la francophonie torontoise, des personnes en dehors de ma communauté. Il m'a ouvert les yeux. Il a été beaucoup plus qu'un mentor, il était comme un père, il m'a introduit à sa famille. Et donc, c'est ça, je me suis dit, s'il y a quelqu'un en étranger qui peut faire ça pour toi sans même te connaître, je me suis dit, je vais faire de même. Je vais donc me consacrer à aider la communauté. Et c'est comme ça que j'ai eu, malgré les difficultés, il y avait ce côté positif de la ville où des étrangers sont accueillis comme si c'était des membres de la famille. Ça, c'est quelque chose qui est resté à moi 20 ans plus tard. C'est pas la première fois qu'on entend une belle histoire de mentorat presque familial comme ça, réussi avec des gens qui s'investissent, qui investissent de leur temps, qui donnent pour la réussite des autres parce qu'ils voient en eux un potentiel, parce qu'ils voient en eux un leader charismatique potentiel, effectivement. Ce sont des très belles histoires et ça donne vraiment de l'espoir, je crois, pour la suite de ton parcours, pour avancer un petit peu, Patrick, et on va parler justement peut-être de ton parcours professionnel ici au Canada. Tu es passé notamment par le Centre francophone, on va revenir sur ton rôle. Mais juste avant, on marque une pause avec une chanson canadienne bien connue évidemment de tous nos auditeurs. Tu as choisi Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore. Parle-moi de Céline un tout petit peu. Oui, c'est ça, c'est l'album qui a fait aussi un carton partout au monde. Et la raison pour laquelle j'ai choisi cette chanson, c'est parce que tout l'album, Céline Dion l'a travaillé avec Jean-Jacques Goldman. J'étais un grand fan de Jean-Jacques Goldman. J'aime la chanson bien écrite, avec des mots profonds. Et donc, quand elle a collaboré avec Jean-Jacques Goldman pour écrire cet album, surtout cette chanson, ça a été un carton au Burundi. Et là aussi, ça me ramène des souvenirs. Parce qu'on chantait tout le temps cette chanson-là, on la voyait à la télévision. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas ne pas revenir à mes premiers jours de basketball en tant qu'adolescent où j'écoutais justement Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore, un des plus grands succès internationaux de la chanteuse canadienne. Tout de suite, on écoute quelques notes sur Choc. Fallait pas commencer à tirer. Fallait pas
moi je sais pas jouer. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres, non, non, non. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche, je veux que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans... Voilà, c'était pour que tu m'aimes encore. Patrick, on est donc au Canada dans ces premières années d'implantation. Tu investis dans la radio communautaire qui va devenir Choc FM. Et puis, parle-moi un petit peu de ton évolution professionnelle. Justement, j'imagine que c'est par les rencontres que tu fais aussi que tu vas t'investir encore plus dans les communautés francophones et décider d'y consacrer ta carrière. Oui, oui, oui. Quand je faisais du bénévolat à la radio, les gens de ma communauté m'ont dit qu'il y avait une institution qui s'appelle le Centre francophone de Toronto qui aide les nouveaux immigrants francophones. Donc, c'est par là que je suis passé durant mes premières démarches d'intégration. Et donc, j'étais agréablement surpris des services du Centre francophone. Et à la fin, je leur ai demandé, est-ce que je peux devenir bénévole? Et donc, j'ai commencé, en même temps que je faisais du bénévolat à la radio, j'étais bénévole au Centre francophone. Et mon bénévolat au Centre francophone, j'étais bénévole interprète pour les gens qui viennent d'arriver, qui parlent français, mais qui ne parlent pas anglais, qui ont des rendez-vous, par exemple, au niveau des services sociaux, au niveau des logements. Donc, il y avait des bénévoles qui les accompagnaient pour justement les aider à négocier les contrats de bail ou bien les rendez-vous au niveau des services sociaux à l'immigration. Et c'est comme ça que j'ai découvert la ville de Toronto parce que le Centre francophone m'appelait, il y a un rendez-vous à l'ouest de la ville. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas de GPS. Donc, je demandais comment est-ce que je vais m'y rendre. Ils m'ont dit, tu prends le bus numéro tel, il va arriver à la station telle. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir la ville, à découvrir les gens. Et donc, après avoir eu mon premier contrat à la radio, parce que j'ai eu le premier contrat à la radio d'une année, donc je continuais à travailler à la radio, mais en même temps à aider au Centre francophone. Et j'ai fait du bénévolat au Centre francophone pendant 1 année et demie, où ils m'appelaient de temps en temps pour accompagner. Et c'est à la fin de mon contrat à la radio que le Centre francophone m'a appelé. Ils m'ont dit, il y a un poste ici, est-ce que tu es ouvert à travailler avec nous? Alors, j'ai dit directement oui, et j'ai commencé au Centre francophone en tant qu'intervenant au logement. Donc, j'ai aidé les gens à trouver un logement. J'avais une base de données des gens qui, à cette époque, c'était pas aussi cher que maintenant. Donc, c'est devenu logement, c'est devenu établissement. Et donc, j'ai beaucoup grandi au sein du Centre francophone. Mais comme donc, ils me connaissaient déjà comme bénévole et employé à la radio, ils m'ont demandé d'être le chef des communications à l'époque. Et voilà, donc tu reviens vers l'univers. Je reviens aux communications. Communication média, voilà. Et à cette époque-là, le Centre francophone avait une entente avec Choc FM. Et dans cette entente-là, il y avait une émission qu'il fallait animer. Donc, l'émission s'appelait Vivre mieux. Et là, en tant que chef de communication au agent de communication Centre francophone, j'étais aussi animateur de l'émission Vivre mieux. Et donc, j'ai gardé le pied à la radio tout en étant au Centre francophone où j'ai évolué pendant plusieurs années. Donc, je pouvais vivre mes deux passions en même temps. Donc, c'était idéal pour moi. Donc, le Centre francophone m'a permis d'élargir mon réseau. J'ai rencontré tellement de gens, que ce soit les immigrants, que ce soit les gens qui sont établis ici, des réunions, des conférences. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis fait mon chemin à travers la communauté francophone de Toronto. Et ça fait 21 ans, presque 21 ans que je suis à Toronto. Et depuis le premier jour, j'ai toujours travaillé en français. Moi, je trouve que c'est vraiment génial. Que ce soit la radio, le Centre francophone, et là où je travaille maintenant, je travaille toujours en français. À Toronto, dans un milieu anglophone, je pense que c'est une expérience extraordinaire.
Et aussi un message d'espoir pour nos amis francophones qui peut-être pensent qu'il est impossible de travailler en français, de vivre en français à Toronto. Ah, Eh bien, c'est si c'est possible. possible, on a la preuve vivante. Et puis, une autre leçon que je retire évidemment et qu'on entend souvent dans cette émission, mais c'est important de bien le souligner, à quel point l'engagement bénévole peut être payant, peut être une porte d'entrée vers une carrière professionnelle incroyable, des rencontres humaines aussi et la possibilité de grandir, d'évoluer à Toronto. Ça passe par le bénévolat. Moi-même, j'ai commencé en tant que bénévole à Choc FM et je suis un ardent défenseur du bénévolat. Je pense que c'est une très bonne manière de donner aussi à la communauté, de donner de son temps, de son talent. Et on reçoit finalement beaucoup en retour si on veut bien s'en donner la peine. Absolument. Bon, de bénévole à directeur général, tu vois que ça fonctionne. Ça fonctionne absolument. Tu devrais être ton propre invité la prochaine fois. Patrick, on avance encore un peu dans le temps. Alors, donc, tu as plusieurs casquettes qui évoluent au sein du Centre francophone. Et puis, tu deviens une figure très connue dans la communauté, dans les communautés multiculturelles francophones. Euh, et finalement, tu fondes une famille aussi. Peut-être qu'on peut juste montrer à quel point voilà, l'installation à Toronto a été bénéfique et une belle expérience pour toi. Parce que Absolument. je sais à quel point la famille est une belle famille et ça compte pour toi. Et puis tu décides finalement de revenir un petit peu plus vers les médias, vers la radio, encore une fois. Oui, c'est ça. Donc, là, et justement, grâce à Choc FM. Donc, après mes plusieurs occupations au centre francophone, j'ai un peu laissé un peu la radio pendant plusieurs années parce que c'était devenu difficile. Justement, quand on fonde une famille, on n'a plus le temps de faire beaucoup de choses. Mais une de mes fonctions à l'époque, c'était d'organiser des événements communautaires. Oui. Et un des événements qui a vraiment réussi, c'était un tournoi de soccer. On faisait un tournoi de soccer une fois l'année et j'étais en charge d'organiser ce tournoi. Et chaque fois qu'on faisait le tournoi, on invitait Choc FM pour couverture médiatique. Et un jour, on a l'idée, est-ce que ce serait possible de faire une émission en direct sur Choc FM pendant le tournoi? Là, j'approche la direction de l'époque et puis ils sont ouverts à ça. Et puis, et là, la directrice générale me dit, mais Patrick, tu as déjà fait de la radio. Pourquoi pas toi, tu fais le reportage en direct du tournoi? Je dis, oh oui, je peux le faire. Oui. Donc, ils envoient le matériel, ils installent tout. Et là, je commence à faire la retransmission en direct du tournoi de soccer. Et là, quand tu as l'amour, la passion de la radio, ça ne part jamais. Ça t'avait manqué, j'imagine. Ça m'avait tellement manqué, surtout qu'au Burundi, dans la radio, au Burundi, je faisais des commentaires à la radio, des matchs de soccer. Et là, c'est revenu. Je dis, la radio me manque. La radio me manque beaucoup. Donc, quand on a tout fini, 2 jours après, j'ai appelé la directrice générale de Choc FM. Je lui ai dit, la radio me manque. Je ne sais pas ce que j'aimerais faire, mais j'aimerais retourner à la radio. Et puis, elle me dit, pense à ce que prends ton temps, pense à ce que tu veux faire, et puis dis-moi, moi, je serai ouvert à travailler avec toi. Et là, je commence à penser, qu'est-ce que je veux faire? J'avais envie de faire quelque chose de spécial. Et un jour, une idée me vient et j'appelle la directrice générale de l'époque. Je lui dis, est-ce que Choc FM fait des reportages de la NBA? Est-ce que vous avez quelqu'un aux Raptors? Il dit non. Je dis, c'est pas possible. Là, je me dis, moi, je vais le faire. Et puis, elle me dit, est-ce que tu sais comment faire justement les contacts avec la NBA, avec les Raptors pour faire ça? J'ai dit oui, parce que j'avais déjà des contacts au sein de l'organisation des Raptors. Donc, j'ai approché un ami que je connaissais. Je lui ai dit, j'ai une opportunité de faire des reportages pour les Raptors. Comment est-ce que ça se fait?
Donc là, il m'a donné les directives. Donc, j'ai commencé à faire les directives et puis j'ai parlé à la directrice générale et là, continué à faire les démarches. Et finalement, en 2019, je me retrouve à faire les reportages donc à la salle de jeu Scotiabank Arena avec les Raptors. Et ça, c'est vraiment le rêve d'enfance qui devient réalité d'une manière extraordinaire. Et là, je me retrouve à aller à tous les matchs à Toronto, à rencontrer les joueurs, à faire des entrevues, à passer à la radio. Et c'était irréel. Et en plus, une magnifique saison pour les Raptors. Exactement, ils arrivent en finale, ils gagnent la coupe, alors que je suis là. C'est ce qu'on appelle un alignement des planètes, cher Patrick. Absolument. 2019, c'est une année que je ne vais jamais oublier parce que ça a été le rêve d'un gamin de 11 ans de voir Michael Jordan à la télévision et là, d'être dans la même salle avec LeBron James, avec Kawhi, avec tous les joueurs, les stars de la NBA. Et quelque chose d'extraordinaire s'est passé parce que dans les vestiaires des Raptors, on était juste, je pense à cette époque, 2 ou 3 francophones. Donc, le reste des médias, c'était des anglophones. Et comme on était les seuls francophones, ils sont arrivés dans les playoffs, ils sont arrivés en finale et les médias francophones cherchaient un expert francophone qui dans les vestiaires et je suis devenu ainsi l'expert francophone des Raptors où j'ai commencé à être sollicité par des médias aux États-Unis, au Canada. Je suis devenu un régulier de Radio-Canada. Ils m'ont appelé à l'émission du matin, à l'émission de l'après-midi. Et tout ça, grâce à l'amour de la radio, du basketball, ça a été une saison extraordinaire. Et justement, pendant une des émissions de basket, on m'a invité en panel par la radio américaine Voice of America, la Voix d'Amérique, pour parler de l'impact des joueurs africains dans la NBA. Et donc, j'ai été invité à ce panel avec d'autres gens. Et sur ce panel, j'ai rencontré un coach qui vit aux États-Unis, à Washington, qui fait des camps dans des pays africains pour détecter les talents et les amener par des bourses d'études. Et certains d'entre eux sont devenus des professionnels de la NBA. Et quand j'ai eu ces coordonnées, je l'ai appelé, je lui ai dit, j'aime ce que tu fais, est-ce que tu serais intéressé à venir au Burundi, faire un camp au Burundi? Il a dit oui. Et en 2019, on a commencé le premier camp de basket au Burundi. Et je n'ai jamais arrêté. Maintenant, j'ai une académie avec une cinquantaine de jeunes. On a des joueurs qui sont sollicités à l'étranger, qui ont fait des camps de la NBA. Et si tout va bien, il y a des jeunes qui vont venir étudier aux États-Unis de notre académie. Et donc, tout ça, grâce à l'opportunité de la radio que Choc FM m'a donnée. Et là, je te parle, c'est irréel même d'y penser. Là. Voilà, encore une fois, la preuve du tremplin potentiel que peut être la radio communautaire Choc FM 105.1. Et puis, comme tu as choisi le titre Never Give Up au début, croire en ses rêves, ne jamais abandonner. Là, c'est une superbe histoire. Hein. On retombe sur ton pied avec maintenant donc, un engagement quotidien à Radio-Canada et puis ton travail en effet auprès des jeunes au Burundi. Tu poursuis donc cette activité d'entraînement et de recrutement de talents dans ton pays d'origine. Oui, ça continue. Donc, on a arrêté en 2020 à cause de la pandémie, mais en 2021, on a repris. Donc là, j'y vais chaque année. Et présentement, je suis en train de préparer un projet qui va faire un camp, c'est le plus grand camp que j'ai jamais fait, c'est 700 jeunes de la ville de Bujumbura. Et avec le temps, j'ai eu des contacts avec d'autres pays. Il y a le Mali qui est intéressé, il y a le Tchad qui est intéressé. Donc, on va faire ce qu'on a fait au Burundi, on va le dupliquer dans d'autres pays. Il y a des îles Comores. Donc, avec le temps, surtout avec les réseaux sociaux, les gens, il y a même un jeune du Zimbabwe qui m'a contacté. Donc, avec les réseaux sociaux, tout va très vite. Donc, je pense que dans le futur, on va étendre dans d'autres pays. Et je ne l'ai pas dit, grâce au premier camp que j'ai organisé, au retour, j'ai eu la chance de rencontrer Masai Ujiri,
le président des Toronto Raptors, Ouais, ouais. pour justement lui parler de mes projets. Puis il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé, il m'a donné des astuces, il m'a donné comment lui aussi il a commencé. Ça fait 20 ans qu'il est dans l'encadrement des jeunes en Afrique. Donc, c'est une occasion extraordinaire. Plus tard, je l'ai rencontré 2 ou 3 fois encore, mais c'est un homme extraordinaire. C'est vraiment un homme extraordinaire qui a fait énormément de choses, que j'essaie de suivre son chemin. Bel exemple, Patrick. Pour conclure, puisque l'heure a déjà presque écoulé, eh bien, tu as choisi un titre français, Patrick Bruel, Place des grands hommes, une chanson aussi des années fin 80, début 90. Quelques mots sur ce titre? Oui, j'ai choisi ce titre parce que, évidemment, Patrick Bruel au Burundi à l'époque, c'était aussi une grande vedette. Mais ce titre est assez particulier pour moi parce que j'étais à l'équipe de l'université quand la chanson est sortie et on était un groupe d'amis et cette chanson-là nous parlait vraiment. Et il y a un ami, mon meilleur ami, on aimait cette chanson, on la chantait tout le temps. Et puis, il m'a dit à l'époque, et si on suivait les conseils de cette chanson? Et si on se donnait rendez-vous dans 10 ans? Parce que c'est ça que dit la chanson. Ouais. Et si on se donnait rendez-vous dans 10 ans? Et on s'est dit, on va se rencontrer en 1998 en France à la Coupe du Monde. C'était un rêve de fou. Wow. Mais on y croyait. Et en 10 ans, on ne s'était pas rencontrés en France, mais on s'est rencontrés à Montréal. Et c'est lui avec qui j'ai fait le projet qui m'a amené à Montréal. Et donc, on s'est donné rendez-vous dans 10 ans. On ne savait pas que dans 10 ans, on allait se retrouver au Canada. Et voilà, et cette chanson-là, qui était vraiment le précurseur de nos rêves d'aller à l'étranger, de se rencontrer quelque part. Et c'est un texte profond, justement, des gens, des amis d'enfants qui se retrouvent après plusieurs années. Qu'est-ce que tu es devenu? Chaque fois que je l'écoute, il y a beaucoup d'émotions quand j'écoute cette chanson-là. Et toi-même, on peut le dire, tu es devenu un grand homme de la francophonie torontoise, mon cher Patrick. Merci d'avoir partagé avec nous ton parcours dans Plus proche de vous, une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. On se laisse avec Patrick Bruel tout de suite, Place des grands hommes. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la place des grands hommes. Le jour est venu et moi aussi, mais je veux pas être le premier. Si on n'avait plus rien à se dire, et si, je fais des détours dans le quartier.